Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être là. Merci aux organisateurs de ce cycle de conférences. Et je commence d'emblée en projetant la couverture de la brochure qui annonce et qui accompagne ce cycle de conférences. Au moment de la préparation de cette brochure, le choix de l'illustration de la couverture fut particulièrement difficile, et peut-être les organisateurs qui sont là vont se rappeler. Après de longues conversations avec eux, nous avons néanmoins convenu que le célèbre Narcisse du Caravage, fragmenté, comme vous voyez, entrecoupé par une blanche ligne de césure, pourrait offrir un joli emblème, même si son déchiffrement ne s'offre pas sans difficulté. Et cela à cause sans doute du fait que le mythe de Narcisse, vous le savez bien, et le tableau du Caravage qui s'y réfère, ne parle pas de l'image de l'autre, qui est le thème de cette série de conférences, mais de l'image du même. On se rappellera ici de la belle histoire racontée par Ovide dans le 3e livre des Métamorphoses, et vous m'excuserez si je citerai un bref fragment de cette histoire bien connue, mais racontée comme toujours par Ovide avec un brio extraordinaire. Alors, le jeune homme veut apaiser sa soif, mais sans naître en lui une soif nouvelle, tandis qu'il boit et pris de son image, qu'il aperçoit dans l'onde, il se passionne pour une illusion sans corps. Il prend pour un corps ce qui n'est que de l'eau. Il s'extasie devant lui-même, il demeure immobile, le visage impassible. Que de fois il donne des vains baisers à cette sauce fallacieuse, que de fois, pour saisir son cou qu'il voyait au milieu des eaux, il plonge ses bras sans pouvoir l'atteindre. Que voit-il? Il l'ignore, mais ce qu'il voit le consume. La même erreur qui trompe ses yeux les excite. Crédule enfant, pourquoi t'obstines-tu vraiment à saisir un simulacre fugitif? Ce que tu recherches n'existe pas. L'objet que tu aimes, tourne-toi et il s'évanouira. Ce que tu aperçois n'est que l'ombre de ton image. Elle est rien en soi-même. Avec toi, elle vient. Avec toi, elle part. On se rappellera également que Léon Baptiste Alberti, dans De Pictura, qui est le texte fondateur de la théorie de la peinture et de l'art des temps modernes, fit du mythe de Narcisse l'emblème de la peinture. Il le dit à un certain moment, la peinture est-elle autre chose que l'art d'embrasser ainsi la surface d'une fontaine. Ce texte fameux, celui d'Alberti, s'est constitué, il me semble, sous le signe d'une recherche identitaire, premièrement, loin de tout intérêt pour l'image de l'altérité, et en faisant du territoire du même son domaine de prédilection. Et néanmoins, c'est l'autre, et non pas le même, qui se trouve au cœur de mes conférences. Si néanmoins nous avons convenu ensemble que le Narcisse du Caravage s'adapte bien à leurs propos, ce fut pour le fait qu'à mon avis, ce tableau est un but d'un dramatisme que la théorie albertienne escamotait adroitement. Plus qu'un phénomène liminaire, nous avons devant nous un phénomène de clôture. Le tableau, vous le voyez, est conçu en tant qu'image double, apte à mettre en confrontation le moi avec son autre. L'œuvre suggère la possibilité d'un renversement analogique tout en s'arrêtant sur le seuil de l'illusion, du fantasmatique et du spectral. Et vous m'excuserez si je vous propose un petit jeu qui devrait illustrer cette idée. Donc cette œuvre, aborde la fable ovidienne du même qui tombe amoureux d'un autre factice au sens d'une histoire de désenchantement en se plaçant par là au pôle opposé par rapport au programme d'Alberti. Le Caravage avait sans doute lu Ovide, mais il l'a lu, s'il l'a lu, mais je pense qu'il l'a lu autrement. La façon dont le Caravage considéra ce mythe devient plus claire si on place son Narcisse dans le contexte de ses recherches figuratives. On a donné jusqu'ici trop peu d'importance au fait que ce peintre, qui signe en Narcisse la crise de la primauté du même, fut également l'auteur d'un autre tableau emblème, thématisant cette fois-ci de façon déclarée la rencontre avec l'autre.
C'est un tableau que vous connaissez bien puisque se trouve au Louvre. La Bonaventure, œuvre réalisée plus ou moins à la même époque que le Narcisse, met en scène deux personnages. Un jeune homme d'allure élégante, fier de son accoutrement, et une jeune femme atteint bassané, désignée par les sources comme étant une zingana ou bien une zingera. Cette image de dialogue n'est dépourvue ni de sous-entendu érotique, ni d'allusion à une confrontation subliminale. Et je reviendrai dans l'une de nos rencontres sur son immense succès, ainsi que sur sa genèse et sa signification. Mais pour l'instant, il me suffit de souligner le caractère frappant de la coexistence, voire de la coïncidence dans l'œuvre du Caravage, de la thématique traditionnelle de l'identité, considérée comme clé de voûte de la représentation occidentale, avec le dépassement de la distance, indiquant l'altérité de l'autre. Les multiples défis lancés par ce peintre, dont la mise en question du même et la recherche d'autrui provoquèrent, on le sait, l'alerte de l'Académie, qui ne tarda pas à émettre le doute quant à savoir, en fin de compte, si le Caravage n'est pas venu au monde, et je cite une célèbre formule, pour détruire la peinture. Questionner l'image de l'altérité à l'époque de la cristallisation du canon visuel occidental signifie reconsidérer les données majeures de ce canon, qui sont, vous le savez bien, perspective, récit pictural, composition, recul des proportions du corps humain, de la beauté, de l'harmonie chromatique, de l'éclairage. Quelle est la place de l'autre dans ce parangon? La question me semble importante car elle pointe sur le caractère de construction, je dirais, hors norme de l'altérité. La différence existe, l'altérité se construit. Voilà le premier postulat de tout ce qui suit. Il n'y a pas d'autre en l'absence du même, et les termes sont évidemment réversibles. La rencontre est, en mesure égale, une épreuve du même et une épreuve de l'autre, car le même est l'autre de l'autre, tout comme l'autre est l'autre du même. L'anthropologie actuelle a commencé depuis un moment déjà à mettre en doute le lieu commun classique selon lequel l'autre ne serait qu'une projection fictionnelle, un miroir du même, en invitant à des approches plus substantives d'une réelle altérité ontologique. Retourner en ce contexte, encore une fois, vers l'image de l'autre dans le champ occidental pourrait sembler paradoxal. Mais en fin de compte, et c'est ma thèse, ce questionnement est le versant interne de la même recherche de dépassement du thème postmoderne de l'altérité spéculaire. Et j'en vais éclaircir tous ces termes dans les conférences qui vont s'en suivre. Une étude précise et détaillée de la représentation picturale de l'autre, ce que je me propose de faire avec vous, démontre, nous allons le voir, j'espère, que c'est justement la multiplicité et la complexité de la présence des autres dans l'imaginaire occidental, ce qui fait éclater l'image simpliste d'un autre miroir unique. Le but de mes considérations est d'approcher la rencontre sous l'espèce du visible. Elle se place dans le sillage d'une recherche sur l'imaginaire dont il faudra définir les enjeux. Il n'appartient ni à un anthropologue, je ne suis pas un anthropologue, c'est-à-dire spécialiste en l'étude systématique de l'autre, ni à un philosophe féru de logos. En tant qu'historien de l'image, je pense que j'en suis un, ma tâche est plus simple et plus compliquée en même temps. Plus simple car l'objet de mon questionnement ne sera pas directement l'autre, mais le regard qu'on a posé sur lui. Plus compliqué car l'autre ne s'expose pas de bon gré au regard du même. Face aux soustractions et aux dérobades de l'autre, il a fallu, afin de pouvoir le représenter, le découvrir, le construire et parfois l'inventer. C'est de cette perception qui marie exploration, construction et invention que je traiterai par des stations choisies en ce qui s'ensuit. Mon questionnement se concentrera autour de ce qu'on appelle d'habitude l'aube des temps modernes. D'une part, il s'agit d'une époque qui nous offre l'émergence du canon. Léonard de Vinci ou Dürer en savait quelque chose.
D'autre part, la même époque assiste à une explosion sans précédent de la problématique de l'altérité due à la découverte du Nouveau Monde. Quels seront donc les enjeux de la cohabitation de la norme avec l'émergence de l'autre? En 1492, vous vous rappelez, vous le savez, 3 caravelles espagnoles gagnent sous les signes de la croix les rives d'un nouveau continent. La première mention de la rencontre ne pouvait être plus significative. Je cite, « Et alors, ils virent des gens nus. » C'est une notation dans le journal de Christophe Colomb. « Et alors, ils virent des gens nus. » Dans les premiers documents iconographiques, vous en voyez un thématisant la rencontre, la nudité des habitants du Nouveau Monde ressort d'autant plus que les visiteurs venant de l'Ancien sont armés, vous le voyez, jusqu'aux dents. Ces gens nus, on les appellera indiens et on s'apprêtera à les vêtir. Drôle de dialectique qui voit à l'œuvre découverte et occultation. Un riche imaginaire de l'autre, découvert, caché, se met vite en place et il faut sans doute en tenir compte. Mais les choses sont plus complexes encore. En 1453, l'Empire romain d'Orient cesse d'exister et l'Empire ottoman établit sa capitale à Constantinople, qu'on appellera dorénavant Istanbul. Bientôt, ce que les chroniqueurs appelleront les Turcs arriveront sous les murs de Vienne. Vous voyez ici une célèbre carte du siège de Vienne de 1529-30. De l'autre côté, l'année même du débarquement au Nouveau Monde, donc en 1492, et de la découverte de l'autre extérieur, la confrontation avec l'autre intérieur atteint un sommet. Les morts sont chassés de l'Espagne et les Juifs contraints à l'exil. L'iconographie de l'Ancien Testament et surtout l'iconographie de l'exil dans les pays occidentaux vont interpréter ou vont assimiler cet événement historique dans une réformulation des thèmes qu'on pensait jusqu'alors assez bien codifiés. Mais les choses bougent encore et encore. Au XVe siècle, au début du XVe siècle, la traite portugaise d'esclaves amène les premiers Noirs africains dans les grands ports d'Europe. Dürer, un peu plus tard, aura l'occasion d'en faire des magnifiques portraits pendant son voyage dans les pays bas. Et plus ou moins à la même époque, une étrange population au teint basané et d'origine obscure frappe aux portes des grandes villes. On les appellera égyptiens, plus tard bohémiens, et plus tard encore tziganes. En 1422, ils sont devant la ville de Bologne, en 1427, aux portes de Paris. Juifs, bohémiens, noirs, musulmans, voilà les 4 figures de l'altérité que feront l'objet de mon questionnement. Plus qu'un d'un libre choix, il s'agit ici d'une nécessité imposée par la formation à l'aube des temps modernes de ce que j'aimerais désigner comme l'iconosphère de la différence. Sa construction advient en étroit rapport avec la recherche d'une Europe en quête de sa propre identité. Dans cette démarche, le questionnement du relativement proche prévaut sur celui de l'extrêmement lointain. C'est l'étranger intérieur et non pas le différent extérieur qui préoccupe et intéresse. Par conséquent, l'horizon de la mer du Milieu, donc de la Méditerranée, signera sur le modèle inauguré déjà par Hérodote les limites de l'imaginaire prédominant à l'époque, tandis que la découverte du très différent, du Nouveau Monde, devra se plier elle-même à un filtre culturel qui, au lieu de dévoiler, brouille. L'iconographie des grands voyages de Théodore de Brie de 1590, sans doute l'ouvrage le plus important concernant la construction de l'autre lointain, se ressent pleinement de cette contrainte. Une recherche approfondie de ce phénomène d'acculturation est sans doute envisageable, mais elle déplace le paradigme méditerranéen outre l'Atlantique. Et je me garderai de le faire de façon détaillée tout en tenant compte du défi que ces démarches impliquent. Tous ces autres
intérieur ou bien extérieur, mystérieux, menaçant, interdit, fascinant, deviennent objet de réactions multiples, parfois difficiles et entremêlées. Curiosité, crainte, désir, rejet, compte tenu du caractère hors norme de l'autre. Sa place dans l'iconosphère qui est en train de se cristalliser selon des règles précises ne peut être que problématique. Mais malgré toutes les différences et les réticences, le différent, le dissemblable, accède à la visibilité. Mais de quelle manière ? Il s'agit sans doute d'un questionnement de souche anthropologique auquel l'historien des images peut néanmoins apporter quelques réponses. Et j'essaie de vous en donner une, à titre d'exemple. Il s'agit du tableau peint par Titien pour Philippe II, roi d'Espagne, au début de la seconde moitié du Cinquecento, et illustrant l'histoire de Diane et Actéon. Il me semble que c'est vraiment une magnifique introduction au problème. Due à l'un des génies de la Renaissance, cette œuvre se déclare d'emblée comme une intrigue visuelle. Le tableau traduit en images l'un des grands récits de la tradition classique, en l'occurrence l'épisode tragique de l'infraction coupable dont fut héros et victime Actéon. La scène est décrite dans le 3e livre des Métamorphoses d'Ovide, et je ne peux pas donner maintenant une longue citation, l'histoire est très bien connue. Actéon, pendant sa chasse, arrive par mégarde dans l'antre des nymphes et a le bonheur et le malheur en même temps de voir les nymphes et surtout Diane nues. Il en sera puni. Entre le texte d'Ovide, toujours très construit d'une façon extraordinaire, et le tableau de Titien, construit lui aussi à la manière d'un peintre, il y a beaucoup d'écarts et les études ont attiré très souvent l'attention sur ce genre sur les différences. D'ailleurs, dans la correspondance que Titien mena avec Philippe II, le peintre, conscient de cette prérogative, insiste sur sa propre contribution en désignant ces tableaux faisant part de ces cycles mythologiques comme des poèmes. Il les appelle toujours les mie poésies. Le poème titianesque, regardons-le, mettant en scène Diane et Actéon, loin d'être une transcription, est un commentaire. De nombreux détails mentionnés par le texte manquent, tandis que d'autres émergent. Les nymphes sont là, anonymes, mais exposées par le peintre dans un vrai catalogue de nudité. On pourrait se livrer à un exercice un peu futile, sans doute, et chercher les correspondances textuelles des si belles amies de Diane, que le texte d'Ovide mentionne, dont le souhait vint lui aussi d'établir qui d'entre elles est Crocalé, qui Néphélé, qui Ulaé, qui Ranis, qui Psécas, qui Philet. Ce qui est sûr, et par là significatif, est le fait que la compagne la plus proche de la déesse, mais aussi la toute dernière dans l'ordre de la représentation, la femme à l'extrême droite du tableau, aurait peu de chances d'être identifiée. Elle sort de l'ordre classique du texte ovidien, et elle en sort parce qu'elle est noire. Cette figure est une pure invention titianesque qui opère une insertion extrêmement hardie de l'autre dans un scénario scopique d'inspiration classique. Le poème du Titien soumet celui d'Ovide à une surenchère de sa qualité d'intrigue visuelle, et c'est la même structure narrative du tableau qui le démontre. Ainsi, l'acte final, l'action magique qui provoquait chez Ovide la métamorphose de l'imprudent voyeur, manque chez Titien. Donc chez Ovide, Diane asperge d'eau, acte magique, Actéon qui se transforme dans un cerf. Démuni, chez Titien, démuni de ses armes habituelles, vous voyez son carquois qui pend plus loin sur une branche, Diane se protège d'Actéon, non pas en l'aspergeant de l'eau néfaste, mais comme le texte ovidien le clamait, mais en se voilant, tout en le perçant de son regard fatal. De cette façon, la mise en scène réalisée par le Titien s'organise entre l'effraction optique d'Actéon et, je dirais, le malocchio, assassin de la déesse. Le tableau se déployant de façon majestueuse comme un discours éminemment visuel. Je reprends.
Je résume, j'essaie de le faire au moins, le poème du Titien. Ayant pénétré par mégarde l'antre des nymphes, microcosme de l'altérité au féminin, la surprise du chasseur est grande. Son arc tombe par terre, ses bras se lèvent dans un geste de stupeur mêlé d'effroi, son pas s'arrête sur le bord d'un ruisseau qu'il n'arrivera jamais à franchir. Seul son regard traverse le domaine interdit. Ni la draperie rouge, qu'une des nymphes essaie en vain d'interposer à l'effraction, c'est un détail hautement pictural, faut-il le dire encore, qui manque chez Ovide, mais qui est essentiel chez Titien, ni le déploiement des nudités s'intercalant entre le chasseur et la déesse ne réussissent à freiner la pulsion scopique. Le thème du regard intrus est le corps nu de Diane, corps vainement et illusoirement protégé, car en réalité, picturalement et habilement exposé. Dans l'exposition de ce corps éclatant, le dernier personnage de l'intrigue visuelle, la femme noire, est un acteur essentiel. Elle est là, apparemment, pour couvrir. En réalité, elle dévoile. Au lieu d'occulter, elle rend visible. C'est par contraste avec la noirceur de sa servante que le corps de Diane crève, pour ainsi dire, les yeux. À l'époque même où Titien s'apprêtait à réaliser ce tableau, les humanistes vénitiens tâchaient d'établir un discours élaboré théoriquement qui nous permet aujourd'hui de mieux cerner les enjeux même de l'entreprise picturale du maître. Il y a des auteurs de traités sur la peinture, dont Lodovico Dolci est le plus connu, qui fait le point sur l'esthétique du Titien, tout en la cristallisant dans le sens, je dirais, du canon. Lodovico Dolci parle de la couleur, sans doute, de l'incarnat. Il dit à un certain moment que la réalisation de la carnation advient par des moyens chromatiques et de clair-obscur, à travers notamment le contraste qu'il appelle le contendimento et le mélange, mescolanza. Les extrêmes, dit le texte, sont néanmoins à éviter, et notamment le trop noir, il puro negro, voire la noirceur des ombres, la negrezza delle ombre. La variété, quant à elle, est admise et plus encore souhaitée. Faisons néanmoins attention au terme du discours théorique qui met en avant trois différences, voire trois contrastes possibles dans la représentation des corps et de l'incarnation. Et je parle toujours de la théorie, donc de Dolci en premier chef. La différence des sexes, dit-il, celle des âges et celle de conditions. Le texte ne dit mot d'un possible contendimento visant ce qu'on appelait à l'époque les complexions climatiques et se tait complètement sur la carnation noire, tout en clamant l'impératif d'éviter le puro negro. Par contre, vous le voyez, Titien, lui, ne semble pas se laisser impressionner par ce genre de réticence. Plus encore, en dépassant son propre canon, il inscrit le corps noir dans l'univers classique, et tout cela, pourrait-on dire, avec jugement et art. Et je cite encore une fois une formule de Dolci, giudizio e arte, qui faisait partie justement de la poétique qu'il projetait sur la vraie peinture. Alors, la servante placé par le Titien en clôture de son récit pictural est un vrai double de Diane, mais je dirais un double dissemblant. Sa peau foncée, ses cheveux crépus, son nez camus contrastent avec l'incarnat éclatant, la chevelure dorée et le profil grec de la déesse. Elle est la plus vêtue de toutes les femmes qui, dans le tableau, en dépit de la panique provoquée par le regard intrus, déploient à leur insu leurs attraits. La toile à rayures qui enveloppe partiellement ce corps noir souligne encore plus son altérité. Dans la fougue d'un geste inutilement protecteur, le peignoir a glissé, dévoilant une épaule bien mise en évidence maintenant en tant qu'élément supplémentaire d'un contendimento noir et blanc, habilement orchestré.
des multiples symétries sont ici à l'œuvre. Et ça suffit de regarder encore une fois le tableau pour s'en apercevoir. Le peignoir tombant, clos dans un équilibre instable, mais saisissant. Toute la dramaturgie des voilements, inaugurée par l'énorme rideau rouge, habilement manipulé par une nymphe, en ouverture du scénario titianesque. Mais il crée aussi une consonance interne avec le petit croissant de lune ornant le front de Diane, tout en signalisant l'imprévu et la surprise dont l'élément correspondant est, à l'autre bout de la composition, l'arc tombant d'Actéon. Il serait intéressant de connaître la réaction du spectateur de l'époque, et notamment celle de Philippe II, à l'itinéraire visuel proposé par Titien, mais les sources sont hélas avares. On sait que les grandes dames de l'époque commençaient à apprécier les services des servantes noires. Le Titien lui-même en avait fait un portrait de Laura Dianti avec un page noir. Et on sait aussi que le tableau de Diane et Actéon fut, à l'instant d'autres poèmes que le Titien envoyait à Madrid, accroché dans les espaces privés du Camerino Royal. On peut aussi en déduire que l'impact qu'il provoqua parmi les peintres ayant eu le privilège de les contempler fut considérable, tel que certaines œuvres postérieures le démontrent. La première réaction significative vient de la part de Rubens, qui aborde le thème vénitien, lui aussi, de la Vénus au miroir, en le mariant avec la recherche des contrastes élaborés dans les poésies pour Philippe II. Sa Vénus, vue de dos, au premier plan, suit une idée du Titien, tout en se pliant à un autre idéal de beauté féminine, c'est évident, c'est l'idéal rubensien, ainsi qu'à une autre conception concernant la réalisation de l'incarnat. Cette carnation généreuse est encadrée par des multiples visages. L'un est celui de la déesse même, dédoublé à l'aide d'un miroir, tendu par un cupidon ailé, l'autre, celui d'une servante noire, qui apparaît au coin supérieur du tableau à droite. Le regard spéculaire de Vénus nous fixe en attirant notre propre regard dans le tableau. Le visage de la servante, vu de profil, crée un contraste repris et augmenté par la présence de son bras noir, sur lequel s'enroule, en s'exhibant, la blonde chevelure de sa maîtresse. Le contendimento s'inspire sans doute de l'opposition noir-blanc, voire clair-foncé, à l'œuvre dans Diane et Actéon, mais il la réélabore dans le sens d'une expérience qui transgresse la simple émergence marginale de l'altérité, vers une réflexion croisée visant le rapport de l'autre au même. Sans doute, d'une certaine façon, le Caravage est passé par là. Il reste à éclaircir à quel point Rubens avait perçu le signal d'alarme tiré par le peintre italien. Mais il y a peu de doute que sa Vénus au miroir se proclame d'une façon presque ostentatoire comme une réflexion concernant l'inscription de l'autre dans l'espace habité par le même et duquel le même reste, pour l'instant, seul et unique maître. Arrivé à ce point, on pourrait à juste titre s'interroger sur les modalités abordées par l'imaginaire occidental au moment où il s'est vu confronté avec la situation inverse, en l'occurrence avec la mise en scène de l'intrusion identitaire dans l'espace de l'autre. Parmi les multiples exemples capables de déployer les dilemmes en jeu, le tableau d'Albrecht Dürer, représentant Jésus parmi les docteurs, peut nous offrir un premier éclaircissement. On y voit Jésus, adolescent, prenant possession de l'espace symbolique du temple, en train de se confronter aux gardiens de la tradition juive. Ce n'est pas la première fois que l'iconographie chrétienne, ou bien Dürer lui-même, aborde ce thème. Ce n'est pas la première fois que l'art occidental offre une réflexion sur le rapport entre l'ancienne et la nouvelle loi, à l'aide d'une figuration bâtie sur les antithèses. Face aux expériences antérieures, et je vous montre une gravure de Dürer qui a comme thème exactement Jésus parmi les docteurs, mais abordé avec toute une autre stratégie figurative.
Face aux expériences antérieures, dans le tableau, Dürer offre une composition en gros plan narratif qui fait que la présence du jeune Jésus parmi les vieillards est d'emblée perçue dans son caractère d'intrusion dramatique. L'artiste lui-même, qui réalisa ce tableau pendant un séjour à Venise, souligne dans une lettre de 1506, adressée à un des amis allemands, et je cite de cette lettre, qu'il n'avait pas réalisé jusqu'alors quelque chose de pareil. En quoi consiste en fin de compte cette nouveauté? Premièrement, il me semble, et d'ailleurs les études importantes l'ont déjà démontré, en l'épuration profonde du récit évangélique au nom d'une mise en scène éminemment picturale. Dürer, on le voit, place son jeune et apollinien Jésus au centre de sa composition et reléguera les docteurs dans la périphérie. Le Fils de Dieu est calme, concentré, serein. Les docteurs sont troublés, déroutés. Certains protestent, d'autres doutent. Jésus est vu d'en face, la tête légèrement inclinée. Les docteurs sont représentés dans des poses variées, pour la plupart de trois quarts ou de profil. L'emphase christique scelle l'identité, le profil juif, l'altérité. Mais regardons avec attention. Un des docteurs de l'Ancienne Loi a fermé son livre et voue toute son attention à Jésus qui, par des gestes clairs et contrôlés, transmet son message. C'est une belle tête, celle de l'extrême gauche de la toile, c'est une belle tête d'un sage juif sensible à la nouveauté apportée par ce jeune homme, duquel on doute pourtant encore qu'il soit Messie. Un autre docteur, par contre, à notre droite, résiste. Sa gestuelle confuse, bégayante, balbutiante, à l'instar de sa bouche entrouverte, veut troubler l'argumentation de Jésus. Dans la réalisation picturale, programmatique de cette scène de dispute, qui n'est en fin de compte que la mise en scène de l'émergence d'une nouvelle identité sur les ruines d'une ancienne dissemblance, Dürer a fait appel à un répertoire de solutions qui lui arrive en plus grande partie de ses collègues italiens, mais qu'il a su brasser à sa manière et selon ses propres intérêts. Les spécialistes ont attiré depuis longtemps l'attention sur la possible précédence d'un modèle léonardesque perdu, mais en son absence, ce seront plutôt les répliques d'école ou encore les écrits et les dessins du grand maître italien, donc de Léonard de Vinci, qui pourront nous aider dans la compréhension de la démarche de l'artiste allemand. Vous vous rappelez sans doute que, surtout dans les dessins, Léonard de Vinci avait voué une attention spéciale aux têtes grotesques, dans lesquelles il déploie tout un savoir et une invention concernant l'altérité. De l'autre côté, les esquisses préparatoires de Dürer témoignent de l'attention qu'il avait vouée à la rhétorique gestuelle. On dispose d'une magnifique étude des mains parlantes de Jésus, vous la voyez au centre, mais en ébauchant dans d'autres dessins, celles des vieillards, Dürer les a rendus appuyés ou accrochés même au livre, en clair, agrippés à la parole révolue de l'ancienne loi. On ne connaît pas de dessin concernant les gestes balbutiants de l'opposant principal, qui est la figure clé du contraste avec le logos fait chair. Mais il y a ce langage gestuel qui est mis au centre, justement, de la composition picturale. Ici, l'inspiration léonardesque est encore une fois plausible, mais nécessite d'emblée une précision. Elle se déplace sur un autre plan, parce que chez Léonard de Vinci, il y avait surtout une recherche sur les visages, la visagéité. Par contre, chez Dürer, ce sont les gestes qui jouent le rôle le plus important. Alors, la tête grotesque est une des modalités aptes à figurer le dissemblable. Et Léonard de Vinci l'expérimenta avec insistance. C'est toujours lui qui insista d'une façon claire sur le contraste qui, au-delà des contendimenti, de sexe, d'âge, de conditions, touche le cœur même du système esthétique classique. Il s'agit de l'opposition beauté-laideur.
La représentation conjointe de cette opposition dans la même œuvre, dit-il à un certain moment dans ses écrits, mène à l'exaltation réciproque de ces termes. En italien, c'est très joli, le bellezze con le bruttezze paiono più potenti l'una per l'altra. La reprise de ce principe de la part de Dürer dans le contexte du tableau représentant Jésus parmi les docteurs a comme but la proclamation du même en tant que prototype de beauté et de concert l'inscription de l'autre dans les mots de la laideur. Pendant les années qui s'en suivent, cette expérience liminaire, Dürer se laissa entraîner dans une réflexion de nuances théoriques en vue d'un traité publié seulement après sa mort concernant les canons du corps, voire du visage humain. Un dessin conservé au cabinet de dessin de la Galerie nationale de Berlin contient le déploiement le plus éloquent de la conception de l'artiste allemand quant au rapport entre harmonie et disproportion faciale. Voici ce dessin. Bref lecture. Au premier plan, vous le voyez, mais très pâle, on aperçoit le profil idéal de l'homme occidental, paradigme auquel toutes les autres têtes présentes sur la feuille se rapportent. On assiste à un vrai déploiement des différences, conduisant l'œil du spectateur, pour ainsi dire, de nez en nez, de menton en menton, jusqu'à la toute dernière tête de la série, dans laquelle on reconnaît sans peine un noir africain. La reconnaissance n'advient pas à cause de la pigmentation de sa peau, que le dessin ne peut ou ne veut pas rendre, mais à cause de la simple ligne stéréotypée de son profil. Ce genre de planche, se fondant sur une illusoire hiérarchie esthétique, aura une grande diffusion dans ce qu'on appellera plus tard études de physiognomonie raciale, et c'est sur lesquelles j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Le dessin de Dürer aborde un parangon des fantasmes, car la tête exposée en ouverture de son dessin et celle du noir africain sont construites selon des idées acquises. En outre, l'attitude de l'Africain se distingue par un curieux détail sur lequel on a attiré l'attention récemment. Il s'agit du regard de cette figure finale qui se tourne vers le premier plan, comme s'il voulait interpeller le spectateur, en indiquant un parcours inverse à celui que l'on vient explorer par notre propre regard. Il est presque impossible d'établir si on est ici devant un simple accident de figuration ou non, et par conséquent de nous prononcer sur la portée de ce détail. Il faut se rappeler néanmoins que l'un des topoi de la peinture Renaissance était rallié à la fameuse figure du commentateur ou de l'admoniteur, décrite par Léon Baptiste Alberti dans les traités que j'ai eu déjà l'occasion de citer de la peinture 1435, dans lequel il disait « J'aime que dans une histoire, quelqu'un nous regarde pour nous interpeller, nous introduire dans l'histoire. » Mais quelle histoire ? De quelle histoire s'agit-il dans ce dessin ? Ce qu'on regarde est premièrement une feuille destinée à l'enseignement et non un récit pictural, comme celui dont traitait l'écrit d'Alberti. En nous accrochant à ce simple détail, ne soumettons pas ce dessin à une périlleuse surinterprétation. L'impression de nous confronter à une idée sur laquelle Dürer avait médité, sans néanmoins aboutir à une formulation claire et nette, est renforcée par l'émergence de la figure du commentateur sous les traits d'un homme noir, dans son Jésus parmi les docteurs, son œuvre charnière consacrée au rapport identité-altérité. Cette fois-ci, l'œuvre en question est bien belle une histoire, même si abrégée au maximum. Et l'homme au teint bassané qui nous regarde depuis le dernier plan de l'image, y remplit sans doute le rôle d'admonitore, même si sa fonction dans le trame narratif, vu sa condensation extrême, reste un peu floue. De toute évidence, il ne s'agit pas de l'un des docteurs du temple, mais d'une figure théorique de contact. La seule chose que l'on peut dire avec certitude à propos de sa présence est qu'au sein d'une histoire figurative illustrant le dialogue du même aux autres, elle signale, à travers sa différence, l'émergence d'une altérité multiple, non pas binaire, mais plurielle. Il attire l'attention sur l'une des caractéristiques de principe de la construction de l'image du différent, en l'occurrence sur le fait que l'autre,
Le distinct, le dissemblable, le divers, le divergent, l'inégal est rarement conçu seul, mais très fréquemment dans un rapport visant la multiplicité et l'interconnexion des différences. On ne s'étonnera donc pas, et j'anticipe un peu ce qui va être une des idées récurrentes dans mes conférences, on ne s'étonnera donc pas que dans l'imaginaire occidental, juifs, noirs, gitans ou musulmans sont soumis à un brassage complexe et continu. On ne s'étonnera donc pas de nous voir confrontés souvent non pas à une altérité linéaire, mais à une altérité interconnectée. Et je voudrais insister un peu sur cette notion qui sera fondamentale dans le cycle de conférences que j'ai le plaisir de donner ici. Le tableau de Dürer, d'ailleurs, nous offre un très bon point de départ. C'est un tableau expérience, peint à Venise, donc peint en Allemagne, à Venise, en 1506, et si l'on croit l'inscription figurant sur un cartellino, en seulement 5 jours. Du fait de sa nouveauté, mais aussi de cette interstitude, ce tableau est considéré par certains historiens de l'art comme un échec ou bien comme une simple curiosité. En dépit du fait que cette œuvre reste presque sans postérité, sa place dans la réflexion figurative sur les différences est importante. En ce sens, Venise nous offre un terrain plus que propice grâce à son ouverture vers l'espace méditerranéen et au fait que les artistes de la lagune abordèrent de façon constante et variée la thématique de la confrontation interculturelle ou interconfessionnelle. Ainsi, en 1513, Vittore Carpaccio réalisa pour la Scuola di Santo Stefano un cycle de toiles de grand format, illustrant les plus importants épisodes de la vie du protomartyr Étienne. Compte rendu de la thématique apparentée, Étienne était le premier imitateur du Christ. On ne s'étonnera donc pas d'y retrouver les éléments d'une rhétorique figurative à l'aide desquels opérait aussi Dürer, sans que cela n'implique d'aucune manière un rapport d'influence ou de contact. Carpaccio choisit la forme d'un récit dévidé sur une large surface dans un espace construit selon les règles de la perspective. Ainsi, la dispute place la confrontation d'Étienne avec les membres de la communauté juive dans une loggia italienne sur la toile de fond d'une Jérusalem de rêve. Les Actes des Apôtres ainsi que la légende dorée spécifiaient qu'au débat prirent part, outre les membres de la synagogue des affranchis, des Cyrénéens de la ville de Cyrène, des Alexandrins et les hommes de Cilicie et d'Asie. Et je cite donc l'Acte des Apôtres. Tous essayèrent de confondre Étienne. Mais au terme d'un long débat, ils ne purent résister à sa sagesse. Carpaccio insiste sur la diversité ethnique des adversaires en donnant suite à une évidente volonté d'actualisation. Le spectateur de l'époque avait sans doute de la peine à distinguer dans le groupe des opposants au message christique transmis par Étienne les Cyrénéens, des Alexandrins ou des hommes de Cilicie. Il était plutôt, il me semble, invité à retrouver dans la série colorée des étrangers rassemblés sous ce portique lombard, ces étrangers à lui, juifs, ottomans, mamelucs, byzantins. Ces autres, actualisés et multiples, participent de manière différenciée à la querelle. L'un semble avoir trouvé la vérité dans un livre ouvert et proteste, un autre réfléchit, un autre encourage, un autre acquiesce. À l'extérieur du portique, Carpaccio a représenté un groupe de hauts dignitaires vénitiens. Ils sont, pour ainsi dire, la galerie intradiégétique de la controverse. Cette insertion contemporaine relève de l'intention de l'artiste et de ses commanditaires d'actualiser le dialogue, voire le débat interconfessionnel dans une Venise pluriculturelle, mais néanmoins fondamentalement chrétienne. Un détail vient à nouveau appuyer ce message.
Il s'agit du regard qu'Étienne adresse depuis le tableau au spectateur qui lui fait face. On connaît bien maintenant le poids théorique de cet artifice, mais la fonction dont il est investi ici est inhabituelle. Dans cette grande toile, dans ce tel héros peint par Carpaccio, le jeune imitateur du Christ n'est pas seulement un orateur irrésistible, il est celui qui s'adresse directement au spectateur réel en se déclarant par là protagoniste, admoniteur et commentateur de sa propre histoire. Face à l'expérience durérienne, qui plaçait l'admonition dans le regard de l'autre, la Storia de Carpaccio la place dans le regard du même. Ce premier combat, nous dit la légende dorée, qui est une des sources d'inspiration de cette toile, ce premier combat eut comme résultat un triomphe. Mais vraisemblablement pour le jeune prédicateur, cela ne fut pas assez. Son besoin d'audience et son élan de persuasion le poussèrent vers de nouveaux exploits. Le voilà maintenant en prêchant à tout un peuple. Il n'est plus en chair, comme dans la dispute, mais s'érige sur une tribune improvisée à l'aide du socle d'une statue déchue, maintenant en ruine. C'est de là qu'Étienne parle aux habitants et aux visiteurs de Jérusalem. Et ceux-ci écoutent. Il faut souligner d'emblée que ce tableau, qui dédouble d'une certaine manière celui de la dispute, s'en détache surtout à cause du rapport particulier qu'il instaure entre parole et écoute. Si la dispute, donc le tableau que vous voyez à gauche, avait comme thème une controverse, un dialogue, la prédication, elle, illustre un monologue. L'acte de parole advient d'une façon qu'on pourrait qualifier de solipsiste, et l'acte d'écoute fondamental ici concerne un auditeur multiple et divers, soudé néanmoins dans l'envoûtement provoqué par le discours de ce jeune homme charismatique au visage, dit la légende dorée, au visage angélique. L'acte de parole, lui, se révèle dans son caractère hégémonique, dans son dessein de vouloir enseigner aux autres, qui ont tous tort, une vérité transcendantale. L'acte d'écoute se manifeste dans la fascination, premier pas vers l'acceptation. Le rapport est insolite. L'orateur livre son discours, les yeux au ciel, sans adresser son regard au public, comme si celui était censé se laisser édifier sans entrave sur l'existence du seul et unique Dieu, vers lequel pointe l'index du prédicateur et que ses yeux révulsés semblent apercevoir. Dans sa demeure céleste, au-delà des tours et des minarets. La scène est encore une fois la ville de Jérusalem. Sa topographie incertaine marie des informations assimilées à travers les grands récits de voyage ou grâce à des publications munies des gravures, dont la plus importante fut la Peregrinatio Integram Sanctam par Bernard von Breidenbach, publiée pour la première fois avec des très célèbres illustrations d'Erhard Roivich à Mayence en 1486, et fréquemment republiées dans les dessins qui suivirent. À côté de l'évocation du dôme du rocher ou du sang sépulcre, chez Carpaccio, on discerne, ça et là, des allusions à l'architecture vénitienne, ce qui ouvre encore une fois le questionnement autour des relations spatio-temporelles mises en avant par la représentation. Quant aux personnages qui forment ce public bariolé, il ne s'éloigne pas beaucoup de ce que le peintre aurait pu observer de ses propres yeux autour de 1500 dans les places et ruelles de Venise. Le plaisir pictural dans le rendu des somptueux cafetans ottomans est évident. À son tour, une grande attention est vouée au type humain et ethnique qui se déploie comme dans une grande frise à droite de la tribune, improvisée, et qui sert de piédestal à la statue vivante qu'Étienne est désormais devenu. Un blond adepte, une espèce d'un autre Étienne, je dirais, dans le public, est suivi de près par un jeune homme de complexion noire, auquel succède un barbu enturbané,
Il forme comme une première triade ethnique et culturelle. Elle est suivie par deux personnages plongés dans une discussion ou dans un commentaire. L'un est probablement un Palestinien, on l'a déchiffré dans des études importantes. L'autre sûrement un Byzantin, un Mamelouk écoute hypnotisé, le menton appuyé sur la main. Deux Arabes, un debout, l'autre assis sur un amas de débris, lui font suite. Enfin, un pèlerin en Terre Sainte se reposant sur son bateau, un soldat appuyé sur sa lance, renversé, boucle la série diversifiée du public en écoute. Assis à même le sol, un groupe de femmes complète l'auditoire. Il y a comme une hiérarchisation de genre dans la place que l'on donne à la composante féminine de l'auditoire. Il s'agit pour la plupart, tel que le costume et la coiffure l'indiquent, de femmes juives. L'une s'en différencie pourtant, le visage à demi caché, elle est la seule à ne pas adresser son regard à l'orateur, le cachant dans les plis de son voile. En dépit de la bien connue tradition iconographique de la femme aux yeux bandés, je ne suis pas sûr que dans le tableau de Carpaccio, elle symboliserait, comme on l'a dit, l'aveuglement de la synagogue. Je suis plutôt enclin de voir dans ce personnage central, mais occulté, une représentation réductive de la femme musulmane, telle que les gravures des itinéraires en Terre Sainte l'illustraient, et telle qu'elle apparaît d'ailleurs en miniature dans le second plan de ce tel héros. La place de la femme voilée au centre de l'auditoire est une figure de résistance à l'écoute. On ne s'étonnera donc pas que dans le tout dernier téléro du cycle de Saint-Étienne, qui représente son martyre par lapidation, les persécuteurs du premier imitateur du Christ, les Juifs, aient reçu l'aspect menaçant du nouveau ennemi, le Turc. Raison de plus pour nous interroger à nouveau sur la façon dont opère, selon les contextes historiques précis, l'imaginaire de l'altérité. J'arrive à la fin. La sommaire considération de ces exemples ne fait que consolider les acquis les plus importants de l'anthropologie. L'altérité ne représente pas une essence, mais une notion relative et conjoncturelle. On est autre, au pluriel, que dans le regard de quelqu'un. L'œil identitaire marque un centre, l'altérité se place en périphérie. Entre centre et périphérie, il y a relation de pouvoir et des tensions structurantes. L'imagologie que je voudrais défendre ne remet pas en question l'idée qu'il y a quelque chose à représenter dans la réalité des autres, mais il s'ajoute à la démarche purement anthropologique dans la mesure où elle interroge en premier lieu le régime visuel au sein duquel cette opération est effectuée. En m'engageant sur la voie de ces interrogations, j'ai perçu moi-même assez tôt ces défis. Ils concernent le fait que l'objet de mes questionnements sont des images, c'est-à-dire des interprétations figurées, forgées toutes avant l'éclosion de la discipline scientifique nommée aujourd'hui anthropologie, événement qu'on place habituellement au XVIIIe siècle. C'est-à-dire à une époque où le périple que je propose dans ces conférences s'achève. Mon champ de recherche précède également l'émergence du régime orientaliste qui invente, selon le livre fondateur d'Edward Said, une réalité factice dans une perspective impérialiste d'un Occident industrialisé. Tout en ouvrant la voie à mes questionnements, les études postcoloniales ont pu, par conséquent, me seconder d'une façon limitée dans ma démarche. Une certaine aide m'a été offerte par la familiarité acquise au fil des années avec le langage des images et avec les moyens de les interpréter, mais cela ne suffit pas. Mes propres yeux se sont ouverts aussi, et surtout, en confrontation directe avec une expérience non pas nécessairement scientifique, mais, si vous permettez, humaine et existentielle. Je ne suis sans doute ni le seul, ni le premier à l'avoir traversé. Hugues de Saint-Victor en parlait d'ailleurs déjà au XIIe siècle. Et si je me permets de prendre une de ces célèbres assertions, je le fais plutôt au nom d'une aspiration que celui d'un aboutissement. Et je cite donc Hugues de Saint-Victor, qui dit le suivant: « L'homme qui trouve sa patrie douce n'est qu'un tendre débutant. Celui pour qui chaque sol est comme le sien, propre,
est déjà fort. Mais celui-là seul est parfait pour qui le monde entier est comme un pays étranger. Roumain habitant en Suisse, j'emprunte cette citation à Tzvetan Todorov, bulgare habitant à Paris, qu'il avait trouvé chez Edward Said, palestinien établi aux États-Unis, qu'il avait trouvé lui-même chez Eric Auerbach, allemand exilé en Turquie. Merci.